Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du lore de League of Legends. C'est une série que je voulais faire il y a pas mal de temps. Là, je vais présenter les zones les plus populaires qu'on connaît aujourd'hui. Là, on va commencer par une présentation globale. On voit donc la carte du monde, en tout cas ce qu'on a aujourd'hui. Riot risque fortement de changer ce qu'on voit là. Le continent principal s'appelle Valoran. Tout à droite, en haut, normalement c'est aussi un continent plus grand de ce que j'ai compris, qui est Ionia. En haut à gauche et en bas à droite, on voit deux archipels. Donc une autre carte qui montre justement ce que fait Riot dernièrement, où c'est bien plus précis. On voit Piltover qui relie debout deux régions. Donc ça, sur le lore en lui-même, ça a beaucoup plus d'importance, de grandes conséquences. Et voilà. Nous allons commencer notre voyage sur une contrée complètement dévastée, qui sont les îles Obscures. À la base, les îles Obscures sont un royaume très prospère, mais pour certaines raisons que je vais évoquer dans d'autres vidéos, a été complètement rasé, détruit. Ce qu'on trouve encore aujourd'hui, comme on peut le voir, ce sont des ruines, plein de ruines, avec de la brume. C'est un environnement presque fantomatique au niveau de la couleur. Cette brume va, pour ceux qui y viennent, va absorber l'énergie vitale de ces personnes. Et si elles meurent là-bas, elles devront hanter pour l'éternité cette zone, voire même le monde total. Par contre, cette brume continue de s'étendre chaque année. Donc c'est une menace de plus en plus importante. Et des créatures ne restent pas, donc surtout des créatures fantomatiques, des monstres de toutes sortes, des morts vivants, vont partir hors de cet archipel pour mettre le chaos. Nous allons enchaîner avec une zone très mystérieuse qui s'appelle Bandle. Bandle, avant on savait à peu près où c'est situé, maintenant c'est un mystère. Elle peut se situer dans une jungle, derrière de grandes montagnes, voire même sous terre. La zone en elle-même est un véritable, comment dire, pas un parc d'attractions, mais presque, dans le sens où les couleurs sont très vives. Les goûts sont surdéveloppés. Quelqu'un qui y va, imaginons, il mange quelque chose, c'est incroyable. Pareil pour la respiration. Pour y aller, c'est quasiment du hasard. Pour ceux qui quittent cette zone, bon déjà il faut réussir à quitter, ils deviennent complètement fous car ils veulent y retourner. Cette zone joue comme une drogue. Une véritable drogue. Et enfin, il faut quand même parler d'un petit peuple très important, qui sont les Yordles. Donc les Yordles, c'est des êtres tout petits et tout poilus, très intelligents, mais très mesquins. Donc par exemple, le fameux Teemo. Continuons avec la ville portuaire de Bilgewater. Bilgewater, c'est presque une ville sans foi ni loi. Tout le monde peut y aller, quelle que soit votre religion, votre race, vos idéologies. Tout le monde peut y gagner, mais tout le monde peut y perdre. C'est une ville véritablement insalubre, tout traîne, un vrai bordel complet. Les architectures sont faites avec des bateaux récupérés un peu partout. Voilà ce qu'est Bilgewater. Parlons maintenant d'un lieu magique, d'un autre lieu mystérieux, qui est le mont Targon. Visuellement, le mont Targon, c'est une chaîne de montagnes. C'est l'endroit le plus haut de tout Runeterra. Du coup, on trouve pas beaucoup de population. Il y a quelques factions, quelques clans, mais les deux principaux sont pris, en tout cas, ou vénèrent des différentes puissances. L'une les lunes, là, et l'autre le soleil. Concernant le mont lui-même, beaucoup de gens y vont pas seulement pour voir les clans, mais aussi bien sûr pour le gravir, pour se retrouver, pour explorer les ruines. Plus on gravit la montagne, le mont, plus la magie est omniprésente. Donc c'est possible d'avoir des hallucinations, de voir des choses complètement folles. Par exemple là, un lac gelé sur le flanc d'une montagne.
Quand on arrive tout en haut, il est possible qu'on ne voit strictement rien. Il est possible qu'on voit de magnifiques paysages. Et pour les quelques élus, il est possible que des manifestations, des sortes de dieux, les choisissent comme hôtes. C'est un événement extrêmement rare qui arrive normalement à peine une fois par siècle. Continuons avec les endroits élevés. Nous allons parler là de Freljord. Freljord, qu'est-ce que c'est? Visuellement, c'est, comme je l'ai dit, un endroit avec énormément de montagnes, beaucoup de vallées, très froid, très, escarpé, difficile d'accès. Bien sûr, on peut trouver des forêts, mais c'est un endroit très froid, très enneigé. Pour le peuple, c'est un peuple très guerrier. Pour comparer, c'est un peu comme les Vikings. Ils adorent, dans leur culture, se battre entre eux, faire des raids sur les autres villages. Tous les villageois, tous les clans, tout le monde, toute la population est née guerrière. Même si on a beaucoup de clans, on trouve quand même 3 factions principales. L'une voudrait réunir tous les clans ensemble, faire une sorte de pays beaucoup plus structuré. La seconde voudrait continuer à vénérer et mettre en avant leurs traditions, leur culture, leurs croyances qui leur permettraient et les a permis à survivre dans cette zone hostile. Et enfin la dernière, c'est une faction, une énorme secte qui vénère une sorcière. Nous allons parler maintenant de Shurima, qui a été pendant très longtemps un empire extrêmement grand, extrêmement puissant, l'un des premiers, je pense, de Runeterra. Il se trouve au milieu d'un désert. Il était reconnaissable par le disque solaire, c'était un peu leur source de pouvoir. À longue distance, c'était un peu comme un autre soleil. C'était vraiment impressionnant. Tout le peuple aimait beaucoup leur empire, ils en étaient fiers de leur culture, de leur histoire. Mais malheureusement, un beau jour, plutôt un mauvais jour, la cité a disparu, a été engloutie dans les sables pour une certaine raison. Il y a eu bien sûr énormément de morts. Le reste de ce qui reste de l'Empire s'est éparpillé un peu partout. Ils avaient du mal à survivre. Vu les conditions, ils sont devenus nomades. Ils se battaient entre eux. Vraiment, il restait quelques souvenirs par les ancêtres de ce qu'était Shurima. Cependant, bonne nouvelle, dans la période de League of Legends actuelle, Shurima a refait surface. Encore une fois, pour des certaines raisons que je ne vais pas évoquer ici, elle a refait surface. Le disque solaire brille de mille feux, et son peuple, les descendants de son peuple, se dirigent aujourd'hui, font un retour dans leur ville adorée. Parlons maintenant de Ionia. Ionia, c'est une terre paisible, une magnifique terre. Visuellement, comme on peut le voir, avec énormément de cerisiers, ça fait penser au pays asiatique, le Japon, beaucoup de montagnes, mais c'est un endroit très agréable. C'est un pays plutôt pacifique, mais avec énormément de magie. La population est répartie en plusieurs clans aussi, en plusieurs villages. Chaque clan défend sa religion, ses croyances, sa force, ce qui ne leur empêche pas justement certes d'être pacifique, mais d'avoir une certaine force, des pouvoirs mystérieux que le reste du monde ne connaît pas. Parlons maintenant de l'empire surpuissant de Noxus. Noxus est un empire très expansionniste qui veut toujours agrandir son territoire, bien entendu. Tout Noxus a une mentalité basée sur la force. La force se définit pour eux en 3 points: la vision, la puissance et la ruse. Chaque point a un dirigeant. Et ces 3 dirigeants vont décider
ce que va faire l'Empire de Noxus. N'importe qui peut prendre la place des dirigeants, peut, à partir de rien, devenir important, tant qu'il s'est montré qu'il a cette force, qu'il est supérieur aux autres. Tout le peuple en est fier, assume complètement ce côté-là, et le clame haut et fort. Continuons sur un autre royaume très puissant, qui est Demacia. Demacia, la terre en elle-même, a toutes les ressources nécessaires. C'est un royaume autosuffisant. Ils ont tous les minerais qu'ils veulent. La culture est très bonne. Même la magie est très bonne. C'est une terre très magique. Le peuple, lui, est aussi fier de son pays, de ses idéaux, de leurs valeurs, qui se basent en 3 points. La justice, l'honneur et le devoir. Cependant, même s'ils ne sont pas expansionnistes, ils sont donc très défensifs, même s'ils mènent quelques combats contre des potentiels pilleurs ou agresseurs, le royaume pourrait descendre petit à petit en puissance à cause de leur développement pas assez rapide, contrairement à d'autres puissances. Même si pour l'instant, leur armée fait partie des meilleures armées de Runeterra. Passons maintenant à une ville très progressiste, un bijou même du progressisme. Cette cité est Piltover. Elle n'est quasiment pas militaire, ce qui ne l'empêche pas de développer des armes, des technologies sur tout n'importe quoi, pas forcément militaire bien entendu. Car oui, comme je l'ai dit, le progrès là-bas est spectaculaire, que ce soit, comme une fois, sur la science, l'art, le commerce, l'artisanat. Pour vous faire une idée, elle est sur des falaises qui est séparée entre eux par une sorte de grande vallée, de grands ravins, qui permet de relier 2 mers ensemble. Ça leur permet aussi d'accéder à des ressources amenées en bateau, de faire passer aussi de nombreuses armées et donc d'avoir de l'influence, bien entendu. Par contre, il y a un côté négatif plutôt, c'est que de l'autre côté, on trouve un ancien quartier qui est maintenant devenu un cité-état, qui est aussi très profond, qui est dans un autre ravin, dans un canyon, qui se nomme Zone. Parlons justement de Zone, une cité triste, sombre, le soleil a du mal à l'atteindre, une cité qui a été avant un quartier de Piltover. Maintenant, c'est une cité-état propre qui est certes puissante, mais triste. Visuellement, les bâtiments sont faits de ferraille, beaucoup de verre. Le crime là-bas explose. Les expériences illégales, en tout cas illégales pour Piltover, explosent. C'est un endroit vraiment malfamé. Y respirer est insoutenable. Beaucoup de gens meurent jeunes, pas forcément à cause des crimes, mais à cause de la pollution ambiante. C'est un endroit vraiment terrible qui arrive pourtant à être puissant. Finissons ce périple avec une zone hors de l'univers, une zone dans un univers pas parallèle, mais plutôt une dimension parallèle, qui se nomme le néant. Le néant, visuellement, c'est un endroit désertique, très sombre, obscur, violet. Pour ceux qui connaissent World of Warcraft et le néant, vous voyez un peu de quoi je parle. Bien sûr, même si c'est un endroit désertique, on y trouve énormément de monstres. Et ces monstres, qui sont certes brutaux, mais peuvent être intelligents, stupides. Agir en groupe, seuls, mais leur but premier est d'anéantir, de mettre le plus gros chaos possible sur Runeterra, et savent prendre toutes les opportunités possibles pour aller sur le monde. C'est ici que s'arrête notre voyage à travers tout Runeterra, ou en tout cas sur les régions qu'on connaît le plus, les régions principales.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une première pour moi. N'hésitez pas à mettre des critiques absolument complètement objectives, surtout au niveau de la parole, au niveau même si j'essaie d'avoir plutôt comme si je parlais à quelqu'un et pas de lire un texte. Je préfère faire quelque chose comme ça. Donc dites-moi si je dois faire quelque chose quand même d'un peu plus théâtral, même de quelque chose au niveau des vidéos, mettre plus d'images. Par la suite, j'espère réussir justement à incorporer des vidéos pour d'autres sujets. Enfin bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bah, du coup, à une prochaine fois. Et bonne journée à tous.